Le parfum de la trahison ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Il ne pique pas les narines comme l'ammoniac, il ne brûle pas la gorge comme la fumée. Non, il flotte, doux et feutré, comme le musc d'un vêtement qu'on reconnaît sans pouvoir nommer. C'est exactement ce que j'ai senti ce soir-là, dans le hall du Palais Reynaud, quand j'ai vu Édouard glisser sa main dans le creux du dos d'une femme que je ne connaissais pas. Permettez-moi de reculer d'une heure. Le banquet annuel de la Fondation Delvar se tient toujours au Palais Reynaud, un édifice de la Belle Époque dont les moulures en stuc semblent suinter de l'orgueil. 500 couverts, des lustres en cristal de Bohême, des serveurs en livrée Bordeaux qui circulent entre les tables avec des plateaux d'huîtres de Marennes, comme si la disette n'avait jamais existé. C'est le genre de soirée où tout le monde sourit avec les dents, mais parle avec les yeux. J'y étais à titre professionnel. Je suis directrice des partenariats chez Varnoz et Fils, un cabinet de conseil en patrimoine que mon beau-père a fondé dans les années 80. Édouard, lui, était supposé être à Lyon. Un client dans l'industrie pharmaceutique, m'avait-il dit ce matin au téléphone, la voix légèrement nasale, ce timbre particulier qu'il prend quand il récite quelque chose de mémorisé plutôt que de vécu. Je n'y avais prêté aucune attention sur le moment. J'avais ma propre réunion à préparer, mon propre discours à polir, mes propres mensonges mondains à affûter. Mon prénom est Solange, Solange Varnoise Méraud. 39 ans, 2 enfants en pension à Annecy, un appartement haussmannien rue Clotaire et un mari dont je croyais connaître chaque recoin, chaque silence, chaque façon de claquer la langue quand il ment. Ce soir-là, j'étais assise à la table numéro 7, entre Prosper Hautefeuille, un archiviste retraité qui collectionnait les cartes postales coloniales avec une passion suspecte, et Mirande Ostergaard, attachée culturelle danoise dont le français chantait comme une comptine. J'écoutais Mirande me décrire une exposition de photographie sous-marine à Copenhague quand mon téléphone a vibré. J'ai un rendez-vous avec un client ce soir. Je rentrerai tard. Ne m'attends pas. J'ai posé le téléphone face contre la nappe damassée. Mirande continuait de parler. Les méduses bioluminescentes, le silence des abysses. J'acquiesçais en souriant, mais mon regard avait dérivé vers l'entrée de la salle de réception, et c'est là que je l'ai vu. Édouard Méraud, mon mari depuis 13 ans, traversait le hall principal du Palais Reynaud en compagnie d'une femme que je n'avais jamais vue. La première chose que j'ai remarquée chez elle, c'est qu'elle portait une robe couleur cerise amarelle. Ce rouge sombre, presque brun, qu'on ne voit que dans les vignobles au moment des vendanges tardives. Une robe à l'épaule dénudée, avec une ligne de perles cousue le long de l'encolure. Elle marchait comme quelqu'un qui sait être regardé. Pas de manière ostentatoire. Plutôt avec cette économie de gestes des femmes habituées à occuper de l'espace dans des lieux où l'on distribue les invitations au compte-gouttes. Édouard, lui, avait cette posture que je ne lui connaissais pas. Les épaules légèrement en avant, le menton incliné vers elle, une attention que j'aurais qualifiée d'amoureuse si je n'avais pas refusé d'employer ce mot. Il tenait son verre de meursault avec 2 doigts, comme s'il jouait un rôle, comme s'il répétait depuis des semaines. Je me suis levée. Mes jambes fonctionnaient de manière autonome, sans consultation préalable de mon cerveau. Mirande a dit quelque chose dans mon dos, sans doute une question polie sur les digestifs, et je l'ai laissé s'évanouir dans le bruit des couverts et des conversations feutrées. J'ai longé la rangée de tables, contourné le buffet de fromage auquel personne ne touchait, dépassé un groupe de notaires qui riaient d'une blague que je n'ai pas entendue. Édouard et la femme à la robe cerise se dirigeaient vers le fond de la salle, là où une porte en chêne, doublée d'un rideau de velours vert, séparait la grande salle de réception de ce que tout le monde appelait, en baissant légèrement la voix, la salle VIP. C'est un espace réservé aux grands donateurs de la Fondation Delvar. Je n'y avais jamais eu accès. On m'en avait parlé comme d'un endroit où les conversations prenaient une texture différente, plus dense, plus oblique, où les décisions qui façonnaient des pans entiers de l'économie régionale se prenaient dans des fauteuils en cuir de Cordoue entre 2 verres de Calvados hors d'âge. Je les ai vus glisser derrière le rideau de velours,
Édouard posant brièvement la main sur la nuque de la femme, dans un geste à la fois fugace et terrible par son intimité. J'ai accéléré le pas. Le vigile se tenait devant la porte, les bras croisés dans un costume trop étroit pour ses épaules. La cinquantaine, le visage d'un homme qui a appris depuis longtemps à ne rien laisser paraître. Son badge indiquait un prénom, Barnabé. Je me souviens de ce détail avec une précision absurde. « Bonsoir, je souhaite accéder à la salle réservée. »« Votre bracelet d'accès, madame ?»« Je n'en ai pas, mais... » »« Alors je ne peux pas vous laisser passer. »« Il y a quelqu'un à l'intérieur que je dois voir, c'est urgent. » Barnabé m'a regardé de la façon dont les vigiles regardent les femmes qui se battent pour entrer quelque part, avec un mélange de pitié professionnelle et de détermination absolue. Il n'allait pas bouger. C'était inscrit dans l'architecture de son corps. J'ai ouvert la bouche pour insister quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Barnabé a porté un doigt à son oreillette. Il a légèrement tourné la tête. Puis, il m'a regardé avec une expression nouvelle, quelque chose entre l'excuse et l'avertissement. « Madame, reculez s'il vous plaît. »« Pourquoi? » »« Nous allons déclencher l'alarme incendie là-bas. » La phrase était étrange. Pas « il y a une alarme incendie » ni « veuillez évacuer ». Non, nous allons déclencher. Comme une décision, comme une action planifiée dans les 5 prochaines secondes. J'ai reculé d'un pas et avant que j'aie pu formuler une autre question, la sirène a déchiré l'air. Ce n'est pas le son strident auquel on s'attend. L'alarme du palais Reynaud était grave, presque solennelle, comme une cloche d'église sonnant l'heure impossible. Elle a traversé les conversations, les rires, le tintement des coupes et a tout mis en suspens dans un silence d'une demi-seconde avant que la salle entière ne commence à se lever. Les serveurs ont surgi de nulle part avec la précision d'une chorégraphie répétée. Les sorties de secours se sont illuminées. Prosper Hautefeuille, que j'apercevais au loin, cherchait ses lunettes sur la nappe avec la sérénité d'un homme qui a traversé des événements autrement plus graves. Et moi, j'attendais. J'attendais parce que la seule issue de la salle VIP passait par la porte devant laquelle je me tenais. Barnabé avait disparu, absorbé par le mouvement général de l'évacuation. Le rideau de velours vert était là, inerte, opaque. Et derrière lui se trouvait Édouard avec sa femme aux perles et à la robe cerise, et 13 années de mariage que j'avais cru solides comme du granit et qui s'avéraient peut-être creuses comme du tuffeau. Ils sont sortis moins d'une minute plus tard. Elle est passée la première. De près, elle était plus jeune que je ne l'avais cru. 32, 33 ans peut-être. Les perles de son encolure projetaient de petits éclats de lumière sur son cou. Elle me regardait sans me reconnaître, ce qui était normal, elle ne m'avait jamais vue. Édouard est sorti dans son sillage et s'est arrêté net en me voyant. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage à cet instant. Ce n'était pas la culpabilité, pas exactement. C'était quelque chose de plus nu, de plus ancien. La tête d'un homme qui comprend que la géographie de sa vie vient de changer de façon irréversible en l'espace d'une seconde. Solange. Il n'a rien dit d'autre, juste mon prénom, prononcé comme une question et une capitulation simultanée. « Tu avais un rendez-vous avec un client, ai-je dit, à Lyon. »« Je peux expliquer. J'en suis sûre. » La femme à la robe cerise avait légèrement reculé. Elle avait compris la situation avec une rapidité qui me faisait penser qu'elle n'en ignorait pas tous les paramètres. Elle s'appelait, je l'apprendrai plus tard, Tiphaine Orvaux, 30 ans, conseillère en communication pour une fondation concurrente. Elle et Édouard se connaissaient depuis 18 mois. Mais ça, c'est la version propre, reconstruite, celle qu'on raconte plus tard quand les arrêts de vivre ont été polis par le temps. Ce soir-là, dans le couloir d'évacuation du palais Reynaud, avec la sirène qui continuait de sonner et les 500 convives qui se déversaient dans la cour pavée, je ne savais rien de Tiphaine Orvaux. Je ne savais qu'une chose, que le message qu'Édouard m'avait envoyé était un mensonge délibéré,
confectionnées avec le soin qu'on apporte aux choses qu'on a l'habitude de confectionner. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Il a hésité. Cette hésitation m'a tout appris. 18 mois. 18 mois. Cela signifiait le Noël dernier à Annecy, les enfants déballant leurs cadeaux au pied du sapin que nous avions choisi ensemble au marché de la vieille ville. Cela signifiait l'anniversaire de notre mariage en septembre, le dîner chez Bruneval, le Gevrey-Chambertin 2017, la promenade sur les quais. Cela signifiait chaque matinée de la semaine, chaque message envoyé depuis l'autre pièce, chaque « je t'aime » dit en passant, comme on dit bonjour à quelqu'un qu'on croise dans un couloir. Je n'ai pas pleuré. Je voudrais pouvoir dire que c'était de la dignité, mais c'était surtout de l'anesthésie. Le cerveau, quand il reçoit trop d'informations d'un coup, coupe simplement le circuit émotionnel. On continue à fonctionner. On respire, on parle, on formule des phrases grammaticalement cohérentes. On est juste ailleurs. « Va-t'en », ai-je dit. « Solange, je t'en supplie. » Maintenant, Édouard. Tiphaine Orvault avait déjà disparu dans la foule. Elle avait une intelligence pratique que je lui reconnaîtrai plus tard, à tête reposée. Édouard est resté encore quelques secondes, les mains légèrement écartées du corps dans ce geste universel qui signifie « je n'ai rien pour ma défense, mais je n'arrive pas à partir ». Puis il a suivi le mouvement de l'évacuation et s'est fondu dans la nuit du mois de novembre. Je suis restée seule dans le couloir désert. L'alarme s'est tue. Le silence qui a suivi était d'une qualité différente du silence ordinaire. Plus épais, plus chargé. Comme le silence après un orage, quand l'air tient encore en suspension toute l'électricité qui vient d'être déchargée. Barnabé réapparaît au bout du couloir, accompagné d'un technicien en bleu de travail. Il discutait d'un ton professionnel de quelque chose que je n'entendais pas. En passant devant moi, Barnabé m'a adressé un regard bref. Je me demande encore aujourd'hui si le déclenchement de cette alarme était une coïncidence ou si quelqu'un, quelque part, avait décidé que j'avais le droit de voir ce que j'avais vu. Je ne poserai jamais la question. Certaines réponses appartiennent aux coulisses des événements, là où elles sont plus utiles que dans la lumière. Je suis sortie du Palais Renault par la porte de service, celle que les traiteurs utilisent pour leur livraison. Le pavé de la cour de derrière était luisant de la pluie de l'après-midi. L'air sentait les feuilles mortes et l'échappement des fourgonnettes garées en double fil. J'ai appelé un taxi. J'ai attendu sous un auvent de ferronnerie rouillée, les bras croisés sur ma robe de soirée, à regarder le ciel bas et dense de novembre, comme s'il allait me dire quelque chose. Il ne m'a rien dit. Le ciel de novembre ne dit jamais rien d'utile. Dans le taxi, le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années qui s'appelait Gwenvel, je l'ai su parce qu'il avait un porte-clés avec son prénom, diffusait à voix basse une émission de radio sur l'archéologie sous-marine. Des plongeurs retrouvaient l'épave d'un navire marchand du 16e siècle au large des côtes bretonnes. La cargaison était intacte dans ses jarres d'argile. « Sealed », disait le présentateur en anglais, « hermétiquement scellée ». J'ai pensé à cette image pendant tout le trajet. Une cargaison scellée depuis 5 siècles, préservée dans l'obscurité et la pression des fonds marins. On l'ouvre et les choses à l'intérieur sont exactement telles qu'on les a laissées. Mais le monde à la surface a tellement changé qu'elles n'y ont plus aucune place. Arrivée rue Clotaire, j'ai monté les 4 étages à pied plutôt que de prendre l'ascenseur. J'avais besoin de sentir mes jambes me porter. J'ai ouvert la porte, allumé la lampe du couloir, cette lampe à abat-jour vert que nous avions achetée à une brocante de Dieppe un été, Édouard et moi, avant les enfants, avant les complications, avant les 18 mois qui venaient de tout recouvrir d'une autre signification. J'ai posé mon sac sur la console. J'ai retiré mes chaussures. J'ai fait du thé. Un Darjeeling Second Flush dont je ne voulais pas particulièrement, mais dont le rituel me tenait les mains occupées. Et puis je me suis assise à la table de la cuisine, avec mon thé que je ne buvais pas, et j'ai commencé à penser. Non pas à Édouard, pas encore, pas à la trahison dans sa composante émotionnelle, qui demandait une sorte d'énergie que je n'avais pas ce soir-là, mais à quelque chose de plus précis, de plus chirurgical,
à ce que j'allais faire. J'ai toujours été une femme de décision plutôt que de lamentation. Ce n'est pas de la dureté, c'est une forme d'honnêteté avec soi-même. Les lamentations sont une façon de différer, les décisions sont une façon d'exister. La première décision que j'ai prise, seule à cette table, avec le Darjeeling refroidissant dans ma tasse, était la plus simple et la plus irréversible. Je ne ferai pas semblant de ne pas savoir. Il y a des femmes et des hommes qui choisissent ce chemin-là. Le chemin de l'ignorance volontaire, du silence négocié, de l'équilibre maintenu au prix de l'amputation de certaines parties de soi-même. Ce chemin a sa propre logique, sa propre dignité peut-être, dans certaines configurations. Ce n'était pas le mien. La deuxième décision était plus longue à formuler, mais elle est venue, posément, comme les décisions importantes viennent toujours. Sans éclat, sans drame, avec la sécheresse d'une évidence qu'on a simplement attendu d'être prête à recevoir. J'allais reprendre ma vie. Pas la reconstruire avec Édouard, pas la réparer, la reprendre, comme on reprend possession d'un territoire dont on s'est laissé évincer sans s'en apercevoir, par petites concessions successives, par politesse, par fatigue, par amour mal défini. 39 ans, 2 enfants que j'adorais, un métier dans lequel j'excellais, un réseau que j'avais constitué moi-même, par le travail et par la curiosité des autres. Une vie qui, une fois qu'on en retirait Édouard Méraud et ses mensonges bien construits, restait étonnamment entière. Édouard est rentré à 2 heures du matin. Il a vu la lumière de la cuisine sous la porte. Il a frappé doucement. Ce détail m'a frappé, qu'il frappe à la porte de sa propre cuisine, comme s'il avait compris en quelques heures qu'il n'était déjà plus tout à fait chez lui. « Je peux entrer ? C'est encore ta maison ?» Il s'est assis en face de moi. Il avait desserré sa cravate. Il avait les yeux de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sans rien résoudre. « Je ne sais pas comment te demander pardon pour quelque chose comme ça, » a-t-il dit. « Alors ne le fais pas ce soir. » « Solange, pas ce soir, Édouard. » Il a obéi. C'est peut-être la première fois depuis longtemps qu'il m'a vraiment écoutée. Les semaines qui ont suivi appartiennent à une autre histoire. Plus longue, plus complexe, faite de conversations à voix basse pour ne pas réveiller les enfants quand ils rentraient le week-end, de rendez-vous avec des avocats spécialisés dans les régimes matrimoniaux, de nuits où je dormais dans la chambre d'amis, non pas par douleur, mais parce que j'avais besoin de ne plus partager l'air de quelqu'un qui m'avait menti 18 mois avec application. Mais cette nuit-là, à la table de la cuisine, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas anticipé. J'ai souri. Pas un sourire de bonheur. Plutôt le sourire qu'on a quand on comprend enfin la règle d'un jeu qu'on croyait ne pas maîtriser et qu'on réalise qu'on la connaissait depuis le début, qu'on avait simplement choisi de ne pas s'en servir. Barnabé, le vigile du palais Reynaud, avait dit « Nous allons déclencher l'alarme incendie là-bas. » Pas « il y a une alarme ». Nous allons déclencher. Quelqu'un avait décidé que cette porte s'ouvrirait, que ces gens sortiraient, que je verrais ce que je devais voir. Je n'ai jamais su qui avait pris cette décision. Peut-être Barnabé lui-même, avec la solidarité discrète des gens qui regardent les choses de l'extérieur et comprennent avant tout le monde. Peut-être quelqu'un d'autre, dans les rouages du palais Reynaud, quelqu'un qui connaissait Édouard ou connaissait Tiphaine ou connaissait simplement la différence entre laisser les choses se passer et décider qu'elles se passent. Dans la vie, on attend souvent que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. On patiente dans les couloirs, on laisse le temps faire son travail, on espère que la vérité finira par percoler jusqu'à la surface par sa propre gravité. Parfois, quelqu'un déclenche l'alarme à votre place. Et parfois, vous comprenez que vous auriez pu le faire vous-même, bien plus tôt, si vous aviez accepté d'admettre que vous en aviez la clé depuis le début. Mon thé était froid. Les lampadaires de la rue Clotaire projetaient des rectangles de lumière orange sur le plancher de la cuisine. Quelque part dans l'appartement, Édouard dormait ou faisait semblant de dormir dans notre lit que je lui avais laissé ce soir-là par une générosité dont je n'étais plus sûre d'être fière. Demain, il y aurait des mots difficiles, des mots précis, des mots qui découperaient les 13 ans en tranches nettes.
Mais cette nuit appartenait encore à ce moment suspendu, entre ce qu'on savait et ce qu'on allait en faire, entre la douleur qui n'avait pas encore fini d'arriver et la clarté qui commençait, timidement, à s'installer. J'ai versé le thé froid dans l'évier. J'ai éteint la lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai traversé le couloir de mon propre appartement avec l'impression d'en être vraiment chez moi. Si cette histoire vous a touché, likez et abonnez-vous. Chaque semaine, une nouvelle histoire vraie, racontée sans filtre.